Donc, aujourd'hui, on va voir euh, les cellules présentatrices d'antigènes. On va voir le cours des cellules présentatrices d'antigènes. On va parler spécialement, là, essentiellement sur les cellules dendritiques. Donc, on a dit que les cellules présentatrices d'antigènes, ce sont des cellules importantes ou là, indispensables pour l'activation des cellules de l'immunité adaptative. C'est les lymphocytes T. Les lymphocytes T CD4, c'est les lymphocytes T CD8. Donc, pourquoi les cellules dendritiques sont appelées cellules CPA professionnelles ou la cellule dendritique professionnelle? Donc, les cellules dendritiques sont dites CPA professionnelles, cellules présentatrices d'antigènes professionnels, parce que c'est les seules cellules capables d'activer un lymphocyte T naïf. Un lymphocyte T naïf, c'est quoi un lymphocyte T naïf? Un lymphocyte T jamais activé. Donc, c'est la cellule dendritique qui peut l'activer. C'est bon? C'est que la cellule dendritique qui peut l'activer. Donc, les lymphocytes B, les macrophages activent un lymphocyte T dont l'activation est déjà initiée par un lymphocyte, par une cellule dendritique. C'est pour cela les cellules dendritiques sont qualifiées de CPA professionnelles. Donc, on les appelle dendritiques parce qu'on donne des longs prolongements appelés dendrites. C'est bon? Donc, le mécanisme de la présentation d'antigènes, donc c'est le passage de l'immunité innée vers l'immunité adaptative. Parce que cette présentation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer les lymphocytes T, les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Donc, une fois les lymphocytes T CD4 ou bien CD8 activés, donc c'est le passage de l'immunité innée vers l'immunité adaptative. Donc, les CPA, c'est l'interface entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. C'est bon? Donc, on a deux types de cellules dendritiques. Les cellules dendritiques myéloïdes et les cellules dendritiques plasmacétoïdes. C'est bon? Donc, pour les CPA, on a trois types de cellules, les CPA. Les CPA, on a trois cellules. On a les cellules dendritiques professionnelles qui sont les cellules dendritiques. On a les macrophages et on a les lymphocytes B. Ce sont toutes des CPA. Donc, parlons de l'ontogénie de ces cellules dendritiques. Donc, on a dit que le développement des cellules, les cellules dendritiques, elles se développent où? Dans la moelle osseuse. Elles se développent dans la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse, donc, c'est toutes les lignées sanguines. Donc, c'est l'organe où va se développer toutes les lignées sanguines. Donc, la cellule dendritique, elle provient de la cellule souche hématopoïétique au niveau de la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse va fournir le micro-environnement adéquat pour la différenciation des cellules immunitaires. Parmi ces cellules, c'est les cellules dendritiques. Donc, on a plusieurs facteurs. On a le GM-CSF, granulocyte macrophage colonie stimulator factor. On a le MCSF, l'interleukine 4. C'est bon? Donc c'est un micro-environnement adéquat pour la différenciation des cellules dendritiques. Donc, pour la différenciation des cellules dendritiques, on a plusieurs modèles. Donc, le premier modèle proposé, c'est que la cellule souche hématopoïétique, elle va donner deux lignées, la lignée lymphoïde et la lignée myéloïde. Donc, la lignée myéloïde atteint la cellule dendritique myéloïde. La lignée lymphoïde, elle va donner la cellule dendritique plasmacytoïde. Mais
Le deuxième modèle de génération des cellules dendritiques. Donc, il dit que toute cellule qui garde l'expression du FLT3, toute cellule, qu'elle soit de la lignée myéloïde ou bien la lignée lymphoïde, qui garde l'expression d'une molécule appelée FLT3, peut donner naissance à une cellule dendritique. C'est bon? Toute cellule de la lignée lymphoïde ou bien de la lignée myéloïde, toute cellule de la lignée lymphoïde ou de la lignée myéloïde qui garde l'expression du FLT3 peut donner naissance à une cellule dendritique. C'est bon? Donc ça, c'est le deuxième modèle proposé de génération des cellules dendritiques. C'est cette cellule garde l'expression d'une molécule appelée FLT3. Donc concernant les molécules exprimées, donc on a dit qu'on ne peut pas parler pour toutes les molécules. On va parler des molécules en fonction, tout dépend de la fonction de cette cellule. Donc, une cellule dendritique, c'est une cellule qui a un noyau. Ça veut dire qu'elle exprime des molécules H, la classe 1. C'est une cellule qui présente l'antigène. Elle a besoin, pour qu'elle présente l'antigène au lymphocyte TCD4, elle a besoin des molécules HLA classe 2, bien CMH2. Ça veut dire qu'elle exprime des molécules HLA classe 1, elle exprime des molécules HLA classe 2. C'est bon. Donc, c'est une cellule qui communique avec les autres cellules. Elle est sensible aux cytokines produites par les autres cellules. Ça veut dire qu'elle a des récepteurs pour les cytokines. Et elle produit des cytokines. Donc, c'est une cellule qui peut phagocyter un micro-organisme. Pour qu'elle reconnaisse un micro-organisme, elle a besoin de certains récepteurs, certaines molécules ou bien certains récepteurs appelés PRR qui reconnaissent les PAMPs des micro-organismes. PAMPs Recognition Receptor. Elles ont besoin d'exprimer des PRR. Ça y est? Donc, c'est une cellule qui peut phagocyter. Elle a la capacité de phagocytose. Elle peut reconnaître le micro-organisme directement via l'interaction PRR-PAMPs, comme elle peut reconnaître l'antigène qui est recouvert par des anticorps ou bien des protéines des compléments. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Ça veut dire ces cellules expriment des récepteurs du FC des immunoglobulines, de certaines immunoglobulines, et expriment des récepteurs de certaines protéines des compléments. On verra après d'autres molécules. C'est bon? Donc les cellules dendritiques myéloïdes et la cellule dendritique plasmacytoïde, ce sont des cellules qui ont un phénotype et des fonctions différentes. Donc, la cellule dendritique myéloïde, c'est une cellule essentiellement un CPA professionnelle, c'est une cellule présentatrice d'antigènes. C'est bon. La cellule dendritique plasmacytoïde, شبه شوية البلاسmocyte. Donc, c'est un CPA, c'est une cellule présentatrice d'antigènes, mais dans la particularité, c'est donc la structure, elle est différente, la forme, elle est différente des cellules dendritiques. Donc, elle a une forte activité antivirale. C'est une cellule dendritique qui a une forte activité antivirale. Donc, elle a ce qu'on appelle les PRR intra-endosomiales. Elle a des PRR intra-endosomiales qui peuvent reconnaître, une fois le virus pénètre, elle a des récepteurs qui peuvent reconnaître des motifs viraux.
Vous voyez? Donc, parmi les motifs, on verra après si on verra certaines molécules. Donc, aussi, c'est une CPA, donc elle exprime molécule H à la classe 1, molécule H à la classe, de classe 2. Elle a des récepteurs pour le FC de certaines immunoglobulines. Elle a des récepteurs pour le complément. C'est bon? Elle a des récepteurs pour les chimiokines et pour les cytokines. Donc, les molécules exprimées, par exemple, les molécules de capture. Donc, les molécules de capture, c'est les PRR. Les PRR, Pattern Recognition Receptor, ou bien ce sont des récepteurs qui reconnaissent les PAMPs. Donc, les PAMPs, c'est Pathogen Associated Molecular, c'est pas juste un erreur, ça doit être corrigé. Molecular Patterns. Ça y est, on le fait enlever à des patterns, après molecular patterns. Ça y est, ce sont des PAMPs, ce sont des motifs microbiens associés aux pathogènes qui sont reconnus par une famille des récepteurs appelés PRR ou bien PAMPs Recognition Receptor. Les PAMPs sont absents dans les tissus de l'hôte. Donc, parmi les PRR, on a des familles, des sous-familles. On a par exemple ce qu'on appelle les TLR, les Toll-like receptors. Les Toll-like receptors. On a aussi les CLR, les NLR. Donc, on a plusieurs familles de PRR. Les TLR, on a 11 familles de TLR, 11 membres de TLR. Donc, si vous voyez ici, le TLR7 et le TLR9. Le TLR7 et le TLR9. Donc, le TLR7 et le TLR9, donc, ce sont des motifs qui reconnaissent, vous voyez, le ARN double brin, ou bien l'ADN CP, excusez-moi. Donc, l'ADN CPG hypométhylé, t'as les virus. C'est bon? Donc, c'est pour ça les cellules, les cellules dendritique plasmacytoïdes, les TLR7 ou le TLR9, ce sont des TLR qui sont retrouvés à l'intérieur de l'endosome, intra-endosomial, qui permettent de reconnaître certains motifs dans le virus, c'est l'ADN CPG hypométhylé ou bien l'ADN ou bien l'ARN double bras des virus. Donc, on a dit que parmi les PRR, ADNA, les CLR, les lectines de type CLR, oui. Donc, ADNA TLR, CLR, donc c'est trop de détails pour vous. Donc, on va passer à la distribution des cellules dendritiques. Donc, les cellules dendritiques, on نلقاهم en périphérie. C'est bon? Donc, on va les retrouver en périphérie. Ils vont capter l'antigène. Ils vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires afin de présenter l'antigène aux lymphocytes. C'est bon? Donc, la fonction principale, c'est la capture et la présentation d'antigènes. Donc, les tissus, elles résident dans les tissus en périphérie. Elles vont capter l'antigène. Ils vont emprunter les voies lymphatiques. Ils vont migrer vers les organes lymphoïdes secondaires afin de présenter l'antigène aux lymphocytes. C'est bon? Donc, la cellule dendritique, elle est produite au niveau de la moelle osseuse. C'est bon? Donc, elle va être
libérer, elle va quitter la moelle osseuse sous une forme immature. Elle ne va pas être mature au niveau de la moelle osseuse. Elle va quitter la moelle osseuse sous forme immature. C'est bon? Donc, les cellules dendritiques immatures immatures ont des caractéristiques phénotypiques et fonctionnelles qui sont différentes. Donc, la cellule dendritique immature qui va quitter la moelle osseuse pour arriver au niveau des tissus périphériques, donc, elle va attendre de capter un antigène pour le présenter. Donc, la fonction principale de cette cellule dendritique en périphérie, c'est quoi? C'est la capture d'antigène. Une fois qu'elle va capter l'antigène, donc elle va devenir mature et elle va migrer, elle va acquérir des changements phénotypiques et fonctionnels pour pouvoir présenter l'antigène dans les organes lymphoïdes secondaires ou lymphocytes T. Donc, en périphérie, elle est immature. Donc, sa fonction principale, c'est quoi? C'est capter l'antigène. Donc, pour cela, les cellules dendritiques immatures ont beaucoup de récepteurs de capture d'antigène par rapport à la cellule dendritique mature. Et on a dit quoi? Tout dépend de la fonction. Tout dépend de la fonction. Donc, la cellule dendritique immature au niveau des tissus, au niveau périphérique, sa fonction principale, c'est quoi? C'est la capture d'antigène. Donc, elle doit capter, ça veut dire qu'elle doit disposer de molécules de capture plus importantes par rapport à une cellule dendritique dont la fonction principale, c'est de présenter et non pas de capter. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'elle a? Elle a beaucoup de PRR, beaucoup de récepteurs FC, beaucoup de récepteurs de complément. C'est bon? Donc, après capture, donc qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un changement morphologique, phénotypique et fonctionnel. Donc, le changement, c'est quoi? Ça veut dire qu'elle va devenir une cellule dendritique mature. Elle va, donc la fonction TAHA, elle va être différente de la cellule au niveau périphérique. La fonction principale, c'est quoi? C'est de présenter l'antigène. Donc, elle n'a pas besoin de beaucoup de PRR, beaucoup de récepteurs du FC, beaucoup de récepteurs de compléments, non. Elle a besoin des molécules de présentation d'antigènes. Parmi les molécules, il y a les molécules à la classe 1, les molécules à la classe 2. Donc, on les appelle. Donc, elle va augmenter l'expression des molécules à la classe 1, augmenter les molécules de à la classe 2, et elle va augmenter l'expression de certaines molécules appelées les molécules de co-stimulation. On verra après. C'est bon? Donc, la cellule dendritique, elle est produite au niveau de la moelle osseuse. Elle va libérer dans la circulation sanguine pour qu'elle gagne les tissus. Donc, elle est résidente dans les tissus. Donc, elle attend la capture d'antigène. Sa fonction principale dans le tissu, c'est qu'elle capte l'antigène. Pour cela, elle dispose des molécules de capture de façon plus importante, des molécules de capture d'antigène, essentiellement les PRR, les récepteurs FC et les récepteurs du certaines protéines du complément. Donc, après la capture d'antigène, donc sa fonction principale, elle va changer. Donc, il y aura un changement morphologique, un changement dans les molécules exprimées ou bien un changement phénotypique et un changement fonctionnel. Donc, elle va changer de forme, elle va changer de molécules exprimées. Donc, ça veut dire qu'elle va diminuer un petit peu l'expression des molécules de récepteurs de capture. Elle va surexprimer les molécules de présentation. Donc, c'est surtout les molécules à la classe 1, les molécules à la classe 2. Et aussi les molécules certaines molécules appelées les molécules de co-stimulation. Et elle va changer de fonction. Donc la première, au niveau des tissus, c'est essentiellement en périphérie la capture d'antigènes. Puis elle va
La fonction va modifier, c'est la fonction de présentation d'antigène. Donc, cette cellule dendritique, c'est une cellule donc, quand elle est mature, elle va capter l'antigène, elle va devenir mature et elle va migrer vers les organes lymphoïdes secondaires pour présenter l'antigène. On a dit que la présentation d'antigène ne se fait pas en périphérie. Elle doit se faire dans un organe lymphoïde secondaire. Elle doit se faire dans un organe lymphoïde secondaire. Les ganglions pour les germes qui pénètrent par voie lymphatique, la rate pour les germes qui pénètrent par voie sanguine. C'est-à-dire, par la voie des muqueuses, c'est essentiellement au niveau des tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. C'est bon? Donc, elle va quitter le tissu. Donc, au niveau, sous l'influence, quand elle va différencier, elle va être attirée par certaines molécules qui sont produites au niveau des organes lymphoïdes secondaires. C'est-à-dire, donc, ce que vous devriez savoir, donc, c'est que la circulation des cellules, elle n'est pas anarchique. La circulation des cellules, elle n'est pas anarchique. Elle est sous l'influence de certaines molécules. Les molécules, on les appelle chimiokines. Les chimiokines, ce sont des molécules, ce sont des cytokines qui ont une activité chimiotactique. Ça veut dire quoi? Ils attirent les cellules vers tel ou tel endroit. Ça veut dire HOMA qui conditionne que cette cellule va migrer vers tel ou tel endroit. Je vais vous donner un exemple. Donc, la cellule souche hématopoïétique, par exemple, elle réside, on la retrouve dans la moelle osseuse. C'est bon? Donc, elle ne quitte pas la moelle osseuse. Pourquoi? Parce qu'elle est maintenue par des molécules qui sont libérées dans la moelle osseuse, les chimiokines. Donc, avec certains chimiokines, certains types de chimiokines maintiennent la cellule souche hématopoïétique dans la moelle osseuse. Voyez? Le proté, le progéniteur T, on a dit que le progéniteur T, il va se développer dans le thymus. Ça veut dire le proté HADA, lors de sa différenciation, lors de sa maturation, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exprimer des récepteurs de chimiokines qui sont produites essentiellement dans le thymus. Donc, le proté, il va être attiré vers le thymus en réponse à cette chimiokine qui est présente dans le thymus. C'est bon? La cellule dendritique est mature, qui est produite dans la moelle osseuse. Elle est attirée après devenir cellule dendritique mature. Elle va être attirée par des chimiokines produites dans la circulation sanguine. Ça veut dire elle va quitter la moelle osseuse pour arriver au niveau des organes lymphoïdes, au niveau de la circulation sanguine. Puis, elle va être attirée vers les tissus en réponse à certains chimiokines produites dans les tissus. C'est bon? هنا, par exemple, هذه la chimiokine appelée CCL20. Donc, le CCL20, c'est un exemple pour le CCL20, c'est une chimiokine qui est produite dans les tissus qui va attirer les cellules dendritiques vers les tissus. Donc, pour cela, la cellule dendritique doit exprimer des récepteurs de ces chimiokines, les CCR1 ou CCR6. C'est bon? Donc, une fois qu'elle capte l'antigène, elle va devenir cellule dendritique mature.
Donc, elle ne doit pas rester dans les tissus. Elle doit migrer vers les organes lymphoïdes secondaires. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'elle quitte les tissus pour arriver au niveau des organes lymphoïdes secondaires. C'est cette activation. Une fois qu'elle va s'activer, qu'elle capte l'antigène, il y aura un changement phénotypique. Maqbel, elle exprimait des récepteurs de chimiokines qui le maintiennent le tissu. Une fois qu'elle capte l'antigène, il y aura un changement phénotypique en ce qui concerne les récepteurs de chimiokines. Donc, elle va diminuer l'expression des récepteurs de chimiokines qui les maintient les tissus et elle va surexprimer les récepteurs de chimiokines qui est produite dans les organes lymphoïdes secondaires. Donc, c'est essentiellement ce qu'on appelle le CCL19, le CCL21, le CCL19, CCL21. Donc, ce sont des chimiokines qui sont produites les organes lymphoïdes secondaires. Donc, ils vont attirer la cellule dendritique qui a capté l'antigène vers les organes lymphoïdes secondaires. Donc, la cellule dendritique va se retrouver attirée par ces chimiokines vers les organes lymphoïdes secondaires. Donc, pour cela, elle va prendre ce qu'on appelle WestD, les canaux lymphatiques afférentes. Donc, là, le tissu, تحكم les canaux lymphatiques afférentes pour arriver au niveau des ganglions. C'est bon? Donc, les canaux lymphatiques afférents, on les appelle de la cellule dendritique qui a capté l'antigène et elle se retrouve dans les canaux lymphatiques allant vers les ganglions, on les appelle la cellule voilée. Une fois qu'elle pénètre à l'intérieur des ganglions, on l'appelle cellule dendritique ou bien la cellule interdigitée. Donc, ce sont des nominations de la cellule dendritique. Quand cellule dendritique émative le tissu, elle capte, elle migre par les voies lymphatiques afférentes, se met à la cellule dendritique voilée. Le ganglion, on l'appelle cellule dendritique interdigitée ou bien cellule interdigitée. C'est bon? Donc, la cellule dendritique, elle peut capter par différents mécanismes. Elle peut endocyter par différents mécanismes un antigène. Ça y est, il y a plusieurs mécanismes d'endocytose. Ça y est. Parmi eux, il y a la phagocytose. Ça y est. Soit directement, soit via des récepteurs. Ça y est. Donc, elle a capté par endocytose ou bien par phagocytose. Ça y est. Donc, elle a migré des tissus vers les organes lymphoïdes secondaires dans le but de présenter l'antigène aux lymphocytes T. Donc, on a dit que la présentation aux lymphocytes T CD4 se fait avec les molécules H à la classe 2. La présentation aux lymphocytes T CD8 se fait avec les molécules H à la classe 1. Ça veut dire que la cellule dendritique va dégrader cet antigène en petits fragments, en petits peptides antigéniques. Elle va les associer avec les molécules H à la classe 1 pour les présenter aux lymphocytes TCD8. Elle va les associer avec les molécules H à la classe 2 pour les présenter aux lymphocytes TCD4. Donc, comment la cellule dendritique ou bien la cellule présentatrice d'antigène va choisir si elle associe l'antigène avec les molécules H à la classe 1 ou bien les molécules H à la classe 2. Donc, on a trois voies de présentation d'antigène. On a la voie de présentation d'antigène qu'on appelle la voie endocytaire. Ça y est. On a la voie cytosolique et on a la cross-présentation. Donc, on va parler de la première voie, la voie endocytaire. Ça veut dire c'est un antigène, la voie endocytaire concerne les antigènes exogènes. Ça y est, ça veut dire c'est un antigène qui va être endocyté ou bien phagocyté. C'est bon? Donc, les antigènes exogènes, endocytaires, vont être phagocytés, vont être dégradés en petits peptides antigéniques, ils vont être associés
essentiellement avec les molécules H à la classe 2 pour être présentées aux lymphocytes T CD4. Donc, les antigènes exogènes vont être phagocytés, dégradés en petits peptides antigéniques et vont être présentés avec les molécules H à la classe 2 pour être présentés aux lymphocytes T CD4. Donc, je ne sais pas si on a parlé de l'apprêtement. Donc, le phénomène que la cellule présentatrice d'antigène, elle capte l'antigène, elle le dégrade en petits peptides antigéniques, elle les présente avec les molécules HLA au lymphocyte T. Le mécanisme, on l'appelle apprêtement d'antigène ou bien le processing d'antigène. C'est l'apprêtement d'antigène ou bien le processing d'antigène. C'est bon? Donc la voie d'apprêtement endocytaire ou bien la voie de présentation endocytaire concerne les antigènes exogènes qui vont être présentés avec les molécules HLA classe 2. Donc, on a aussi ce que vous voyez ici, c'est un antigène phagocyté en vert et qui va être associé avec les molécules HLA classe 2. Il va être présenté au lymphocyte T CD4. Donc, pour la deuxième voie de présentation, c'est la voie cytosolique. Ça veut dire l'antigène se retrouve à l'intérieur de la cellule. Ça y est, c'est un antigène d'origine endogène. Donc, les antigènes endogènes vont être présentés avec les molécules H à la classe 1 au lymphocyte T CD8. Donc, les antigènes endogènes vont être associés avec les molécules H à la classe 1 ou bien CMH1 et vont être présentés au lymphocyte T CD8. Ça, c'est ce qu'on appelle la voie d'apprêtement cytosolique ou bien la voie cytosolique de présentation d'antigènes. Donc, ça veut dire que c'est un antigène endogène. Il va être dégradé en petits peptides antigéniques. Il va être associé avec les molécules H à la classe 1 afin d'être présenté au lymphocyte T CD8. Et on a ce qu'on appelle la cross-présentation, qui est assurée essentiellement, la cross-présentation, c'est présenter l'antigène d'origine exogène avec des molécules H à la classe 1 au lymphocyte T CD8. Ça veut dire, on ne sait pas pourquoi donc, la cellule dendritique fait ça. Donc, si, par exemple, la cellule dendritique, donc, si on a besoin de générer des lymphocytes T CD8 en réponse à un antigène exogène, donc elle va faire essentiellement cette cross-présentation. Donc la cross-présentation, c'est présenter un antigène exogène avec les molécules HLA classiques. Donc si vous voyez ici, antigène exogène, endocyté, il va pénétrer à l'intérieur d'un complexe. Il y a les antigènes endogènes. Donc les antigènes endogènes, ils passent dans un complexe multimoléculaire appelé protéasome. On les retrouve dans les cellules, nos cellules. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dégrade les protéines cytoplasmiques. Il dégrade les protéines qui sont présentes dans le cytoplasme. C'est bon? Donc les protéines qui sortent des protéasomes vont être associées avec les molécules H à la classe 1. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est un antigène endocytaire, un endosome, il va pénétrer à l'intérieur du protéasome. Donc, s'il pénètre à l'intérieur du protéasome, donc il va sortir, il va être associé avec les molécules H à la classe 1 et présenté avec les molécules H au lymphocyte CD8. C'est ce qu'on appelle
la cross-présentation, qui est réalisée essentiellement par des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Oui. Donc ça, c'est le schéma qui englobe les trois voies. C'est la voie de présentation d'un antigène endocytaire avec les molécules H à la classe 2. À gauche, à droite, à gauche, c'est la présentation des antigènes endogènes avec les molécules H à la classe 1 au lymphocyte TCD8. Et cette flèche orange, c'est la cross-présentation, c'est la présentation d'antigènes endocytaires avec les molécules H à la classe 1 au lymphocyte TCD8. Donc, la présentation lymphocyte TCD4 et lymphocyte TCD8, elle concerne essentiellement des peptides antigéniques, des protéines antigéniques. Ça y est, des peptides antigéniques. Ça y est. Donc, la cellule dendritique peut présenter l'antigène avec certaines molécules appelées CD1. Donc, le CD1, c'est une molécule qui a une homologie avec la molécule H à la classe 1. Ça y est. Elle a une structure qui est semblable à la molécule H à la classe 1 et elle va servir à la présentation des antigènes lipidiques hors les protéines, des antigènes lipidiques ou bien glycolipidiques à certains types de cellules appelées les NKT ou bien les lymphocytes T gamma delta. On verra après. On verra après le cours des lymphocytes T. Donc, si vous voyez la molécule CD1, elle ressemble à la molécule H à la classe 1. La molécule H à la classe 1, elle va servir à la présentation des antigènes lipidiques ou bien glycolipidiques à certains types de cellules appelées lymphocytes gamma delta essentiellement. Donc la présentation pour l'activation d'un lymphocyte T, donc, ce n'est pas que la présentation. Donc, on a besoin de plusieurs signaux d'activation. On a besoin de plusieurs signaux d'activation des lymphocytes T. Donc, le premier signal, ça veut dire la cellule dendritique, elle a capté l'antigène et elle va migrer vers les organes lymphoïdes secondaires et elle va présenter l'antigène aux lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T qui pénètrent à l'intérieur des ganglions vont essayer de scanner leurs récepteurs. Chaque lymphocyte, elle va essayer de scanner son récepteur. Donc, chaque lymphocyte, et pour savoir, chaque lymphocyte produite, chaque lymphocyte T et lymphocyte B produite, va passer au moins une seule fois par jour toutes les ganglions de l'organisme. Donc, toute la circulation lymphatique et la circulation sanguine, elle va être faite par chaque lymphocyte T ou bien chaque lymphocyte B au moins une seule fois par jour. Donc, ça veut dire qu'il y a un germe qui pénètre et tu as un lymphocyte qui est spécifique de cet antigène. Donc, il y aura forcément une rencontre entre ce lymphocyte et cet antigène. Donc, la cellule dendritique, elle est arrivée au niveau des ganglions lymphatiques. Elle va essayer de présenter l'antigène aux lymphocytes T qui sont présentes dans les ganglions. Donc, les lymphocytes T vont pénétrer les ganglions. Ils vont essayer de scanner le récepteur. Donc, s'il n'y a pas de reconnaissance, elle va se détacher et elle va essayer de scanner sur d'autres cellules présentatrices d'antigènes. Donc, s'il y a reconnaissance, donc le premier signal d'activation d'un lymphocyte T, c'est le signal de reconnaissance. Ça veut dire, elle va se rapprocher des cellules dendritiques, elle va scanner son récepteur. Si son récepteur reconnaît l'antigène présenté par la cellule dendritique, il va donner un premier signal d'activation des lymphocytes T. Donc, ce signal d'activation des lymphocytes T n'est pas suffisant pour l'activation des lymphocytes T. Donc, il faut un deuxième signal. Donc, le deuxième signal, on l'appelle le signal de co-stimulation. Donc, le signal de co-stimulation, il est assuré par l'interaction
des molécules membranaires exprimées sur la cellule dendritique, sur la CPA en général et sur le lymphocyte T. Donc, le principal signal de costimulation, il est assuré par l'interaction d'une molécule appelée CD28 qui est exprimée sur le lymphocyte T et d'une molécule exprimée sur la cellule présentatrice d'antigènes, c'est le CD80 et le CD86. Donc le CD80 et le CD86, ils vont interagir avec une molécule membranaire appelée CD28 exprimée sur le lymphocyte T pour donner le signal de co-stimulation qui est le deuxième signal d'activation des lymphocytes T. Donc, là, un petit point. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la cellule présentatrice, les cellules présentatrices d'antigènes, lymphocyte B, cellules dendritiques, macrophages, expriment les molécules de co-stimulation, le CD80, le CD86. Ça veut dire aussi le lymphocyte T exprime le CD28. C'est bon? Donc ça, c'est le deuxième signal d'activation, c'est le signal de co-stimulation assuré par l'interaction de molécules de co-stimulation. Le mieux connu, c'est l'interaction CD28 avec le CD80, CD86, ou bien on l'appelle le B7-1, B7-2, le B7-1 et le B7-2. Donc, il faut un troisième signal pour l'activation des lymphocytes T. Le troisième signal, c'est pas ça, c'est pas le signal de polarisation. Le troisième signal, c'est le signal de l'interaction interleukine 2 son récepteur. Interleukine 2 son récepteur. Ça veut dire quoi? Le lymphocyte T qui a reconnu l'antigène et qui a subi le deuxième signal de co-stimulation, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à produire de l'interleukine 2, une cytokine appelée interleukine 2. Donc cette interleukine 2, elle va agir sur la cellule elle-même, elle va agir sur le lymphocyte T elle-même pour donner. Il va agir de façon autocrine. Il va agir sur la cellule elle-même pour donner le troisième signal d'activation des lymphocytes T. C'est bon? Puis on aura le quatrième signal, c'est le signal de polarisation. On verra après. C'est bon? Donc le premier signal, c'est le signal de reconnaissance. C'est l'engagement TCR molécule H à la classe 1 avec le peptide antigénique. Le deuxième signal, c'est le signal de co-stimulation CD28, CD80, CD86. Troisième signal, c'est l'interaction IL2 produit par le lymphocyte T et son action sur la cellule elle-même. Donc, c'est le troisième signal d'activation. Puis, on a le signal de polarisation. On verra après c'est quoi le signal de polarisation. Donc, le signal de polarisation, c'est quoi? Donc, le lymphocyte T HADA, le lymphocyte T non activé. Non activé, il ne peut pas apporter le help directement. Donc, il doit être activé. C'est bon, il doit être activé pour apporter le help aux cellules immunitaires. Mais le help HADA, il diffère d'une réponse à une autre. Il diffère d'une réponse à une autre. Ça veut dire parfois on a besoin d'une réponse de type cellulaire, une réponse de type anticorps, une réponse de type hypersensibilité, une réponse à IgE. Donc ça dépend le type de la réponse nécessaire pour telle ou telle agression. Donc la cellule dendritique, elle va commencer la CPA en général, elle va produire des cytokines, elle va produire les cytokines qui vont faciliter ce qu'on appelle la différenciation
des lymphocytes T هذه ont une population différente de cellules helper. La cellule dendritique, elle va produire des cytokines qui vont favoriser ce qu'on appelle, entre guillemets, la polarisation des lymphocytes T. Ça veut dire, elle va donner une population différente à chaque fois. C'est pas toujours la présentation, elle va donner la même population. Donc là, on parlait de lymphocyte TH1, TH2, ça veut dire que c'est un lymphocyte T qui s'est activé, qui va donner une population appelée TH1 ou bien TH2, qui a plusieurs T helper, qui est TH9, TH22, T helper folliculaire. Donc ça dépend le type de la réponse nécessaire. Donc en fonction de la réponse que l'organisme a besoin, en fonction de l'antigène, des sites de pénétration de l'antigène, de la concentration de l'antigène, des cellules présentatrices de la cellule qui présente l'antigène et des cytokines produites par la cellule présentatrice d'antigène, ce lymphocyte T va se polariser pour donner une population de lymphocytes T helper, soit TH1, la mieux connue, soit TH2, soit un autre TH. On verra le cours des lymphocytes T. C'est bon? Donc, on va parler d'une autre cellule dendritique. On l'appelle la cellule dendritique folliculaire. On verra plus court dans les lymphocytes B. Donc la cellule dendritique folliculaire et son rôle dans l'activation des lymphocytes B. Donc, il y a un cours concernant les lymphocytes B et on va parler essentiellement des cellules dendritiques folliculaires. Donc les lymphocytes, les cellules dendritiques, donc ne jouent pas un rôle que dans l'activation des lymphocytes T, mais aussi on a une population de cellules dendritiques appelées cellules dendritiques folliculaires. On la retrouve dans les follicules qui jouent un rôle dans l'activation des lymphocytes B. Donc les cellules, la fonction principale des cellules dendritiques, donc la fonction c'est capter, dégrader les micro-organismes et présenter l'antigène. Et la cellule dendritique, on a dit qu'il y a une sous-population majeure des cellules dendritiques myéloïdes. Donc c'est essentiellement la présentation d'antigènes. C'est bon? Et on a aussi la cellule dendritique plasmacytoïde. Donc on a une particularité pour la cellule dendritique plasmacytoïde, c'est qu'elle a une forte activité antivirale. Parce qu'elle a, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est le virus, des PRR intra-endosomiales, donc elle a une forte activité antivirale. Donc l'activité antivirale, c'est quoi? Elle est liée à la production de certains cytokines qui ont une action antivirale appelée les interférons. Les interférons de type 1. Les interférons de type 1, ce sont des cytokines qui ont une forte activité antivirale. Donc la cellule dendritique plasmacytoïde, elle produit des concentrations importantes de l'interféron de type 1 qui a une action antivirale et de ce fait, elle est caractérisée par sa fonction antivirale importante. Donc, elle a la capacité de présenter l'antigène, mais aussi la cellule dendritique, elle a une forte activité antivirale par rapport à la cellule dendritique myéloïde. Donc, les cellules dendritiques, elles jouent un rôle dans la tolérance immunitaire. On verra la tolérance centrale, c'est au cours de la différenciation de lymphocytes T. On verra le cours de lymphocytes T, comment la cellule dendritique joue un rôle dans la tolérance centrale contre les auto-antiges. On verra le cours des lymphocytes T, c'est au cours de la différenciation des lymphocytes T au niveau des thymus. Donc, les cellules dendritiques vont éduquer les lymphocytes T à reconnaître le soi et le tolérer, et à reconnaître le non-soi. C'est bon?
Donc, aussi, la cellule dendritique, elle peut jouer un rôle dans la tolérance périphérique. Ça veut dire, par exemple, si donc la cellule dendritique, la cellule dendritique, la cellule dendritique, si elle reconnaît l'antigène via des PRR, ou bien via les récepteurs FC, ou bien via les récepteurs du complément. Donc, l'interaction, elle va donner ce qu'on appelle un signal de danger. Donc, le signal de danger, via l'interaction PRR-PAMPS, essentiellement, donc c'est un puissant signal qui est responsable d'activation des cellules dendritiques. Un puissant signal d'activation des cellules dendritiques. Donc, cette cellule dendritique, donc si elle le signal de danger, si ce signal manque lors de l'endocytose, si le signal de danger manque dans donc si le signal donc si le signal de danger manque lors de l'endocytose essentiellement. Ça veut dire une cellule dendritique. On a dit que la phagocytose, donc on peut phagocyter des micro-organismes, qu'on peut phagocyter des particules volumineuses comme de la poussière ou bien des corps apoptotiques ou autres. Donc, si les particules hadou et les corps apoptotiques, on n'a pas de PAMPS, donc on n'a pas de signal de danger. Donc, cette endocytose de ces particules ou bien cette phagocytose de ces éléments, donc on n'a pas de signal de danger. Ça veut dire qu'on n'aura pas une maturation de la cellule dendritique. Donc, si la cellule dendritique reste immature ou bien un stade intermédiaire entre mature et immature, donc si elle reste immature, donc, et elle présente l'antigène sous cette forme-là, elle va pas générer des lymphocytes T effecteurs, mais elle va générer des lymphocytes T régulateurs. Donc, ça veut dire qu'ils vont inhiber la réponse immunitaire. Donc, ils vont inhiber la réponse immunitaire. Donc, elle va générer lors de la présentation des lymphocytes T régulateurs, ou bien elle va entraîner ce qu'on appelle une anergie des lymphocytes T. Donc, l'énergie, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'absence de signal de co-stimulation. Donc, si on a reconnaissance de l'antigène avec absence de signal de co-stimulation, donc la cellule de lymphocyte T va entrer dans un état appelé anergie. Ça veut dire qu'elle ne va pas répondre contre cet antigène, ou bien cette cellule dendritique non, qui est toujours immature et qui présente l'antigène, elle peut soit générer des lymphocytes régulateurs qui ne vont pas stimuler la réponse, mais qui vont inhiber la réponse immunitaire et vont contribuer essentiellement dans ce qu'on appelle la tolérance périphérique. Donc, si on a par exemple la phagocytose des corps apoptotiques qui sont des auto-antigènes ou bien des antigènes de l'environnement qui ne sont pas des molécules pathogènes. Donc, on n'a pas besoin d'une réponse, mais on a besoin
de négligence de cet antigène. Donc, c'est pour ça que la cellule dendritique génère des lymphocytes T régulateurs et non pas des lymphocytes T effecteurs. C'est bon? Donc, je pense qu'on a terminé avec le cours des CPA. Donc, les mécanismes de présentation, c'est les mêmes pour la cellule dendritique, les macrophages et les lymphocytes B. Mais c'est surtout, on a dit que les cellules dendritiques, ce sont des CPA professionnels, ce sont les seules cellules capables d'activer un lymphocyte T naïf, jamais activé. C'est bon? Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions?